tout de suite, pour commencer, j'ai le plaisir de vous accueillir. Martin Onos, vous êtes directeur de la seconde vie au sein du groupe Fnac Darty. Bonjour. Bonjour. Et à ma gauche, Nessim Hadvouk, vous êtes cofondateur et directeur général de Phone Recycle Service, l'un des principaux reconditionneurs de smartphones de France. Bonjour Nessim. Bonjour. Alors messieurs, on va parler tout de suite de la revalorisation de ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on aurait appelé il y a quelques années des déchets électroniques ou IT. Et pour vous, ce n'est pas des déchets, c'est une opportunité, puisque on sait que l'an dernier, en 2021, 73,9 millions d'appareils électroménagers ont été vendus en France. C'est un record. On sait bien sûr le confort que nous apportent au quotidien ces différents appareils. Pour autant, leur production, leur commercialisation a un coût environnemental, et d'autant plus aujourd'hui où on est de plus en plus branché sur nos écrans. Voilà, l'impact du numérique, souvent on dit que c'est équivalent, enfin 2/3 de l'impact en tout cas qu'a notre consommation numérique est lié directement à la production du device. Donc vous avez trouvé des moyens de lutter contre l'obsolescence de ces produits et de revaloriser tous ces produits. Martin, vous êtes à la tête d'une direction qui a été créée en 2018 au sein du groupe Fnac Darty. Vous avez vendu l'an dernier 2,1 millions d'objets reconditionnés, d'appareils reconditionnés, en hausse de 50%, c'est ça ? Alors 2,1 millions, c'est le nombre de réparations d'appareils. De réparations d'appareils. Mais voilà. Mais en tout cas, vous œuvrez vous œuvrez à la lutte contre l'obsolescence que j'évoquais. C'est en forte croissance. Comment est-ce que vous avez réussi à développer cette activité pour en être là où vous en êtes aujourd'hui, et quels sont les freins que vous rencontrez encore aujourd'hui pour aller plus loin ? Alors déjà, c'est une activité en effet qu'on a structurée à partir de 2018, mais dans l'ADN du groupe, on a toujours eu de la réparation, etc., surtout avec la marque Darty. Et c'est vrai que ce n'est pas tout à fait naturel pour un distributeur, un retailer de produits neufs, de faire à la fois du neuf et du reconditionné ou de la seconde vie. En tout cas, ça ne l'était pas il y a quelques années, même si maintenant ça devient assez naturel pour tout le monde. Et la première chose, ça a été de savoir comment on structure cette offre chez nous. Et on a pris un parti assez fort qui est de se dire c'est une déclinaison de notre offre neuve. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des corners spécifiques, une marque spécifique ou le faire en dehors de notre réseau. Donc c'est vraiment une déclinaison de notre offre neuve. Et pour faire ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de freins qu'on a commencé à lever, mais qu'il faut encore lever sur le marché. Les 2-3 que je mettrai en avant, c'est le sourcing de produits déjà, puisque c'est assez, par définition, l'offre d'occasion reconditionnée est assez hétérogène, assez variable en fonction des moments, etc. Et quand on est un distributeur et qu'on a près de 1000 magasins en France comme nous, 2 sites internet, etc., on a besoin d'avoir un sourcing quand même important, fiable, des produits très fiables. Et donc ça, c'est une première des choses. Et nous, on a commencé cette activité par notre sourcing interne de produits. Donc, on a, en tant que distributeur, beaucoup de produits, soit qui reviennent, soit qu'on reprend à nos clients, etc. Donc ça, c'est une façon de lever un des premiers freins, de maîtriser ce sourcing-là, et puis ensuite de s'élargir à des grossistes reconditionneurs qui ont un sourcing qui peuvent nous apporter aussi des produits. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, je pense, c'est la partie lisibilité, clarté de l'offre pour un client. Surtout quand nous, on est un retailer de produits neufs également. Il faut montrer au client, faire savoir quelle est la différence entre un produit neuf et un produit reconditionné, comment il a été reconditionné, par qui. Et c'est vrai que le marché en France et en Europe est extrêmement protéiforme, il y a un peu de tout. Et donc il faut apporter quand même de la réassurance au client. Et ça, c'est un aspect marketing avec nos marques Fnac Occasion, Fnac Seconde Vie, Darty Occasion, pardon, qui nous permettent de mettre en avant aussi les éléments de réassurance de notre groupe, déjà de nos fournisseurs, de nos produits, et puis de notre groupe, comme les services, typiquement qu'on accorde, la garantie, la livraison, etc., au même titre qu'un produit neuf. Ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, je pense, c'est la partie réassurance client, parce que c'est vrai qu'il y a un côté où si on a une mauvaise expérience avec un produit reconditionné, parfois on s'en détourne, et on voit beaucoup ça dans les études clients. Donc en gros, c'est important d'apporter tout le niveau de service qu'on a autant qu'un produit neuf. Donc typiquement, nous, si on prend un produit, je prends de l'électroménager pour changer un peu du téléphone portable dont on va parler tout à l'heure, il est livré par le livreur Darty, installé par le livreur Darty. S'il y a un problème, il passe par le SAV Darty, comme tous les produits neufs pendant 2 ans, etc. Donc typiquement, il y a une suite de services
qui est importante et qui rassure le client. Oui, le fameux contrat de confiance. Alors, on aura l'occasion de revenir dessus, mais vous l'avez dit, c'est assez important. En effet, quand quelqu'un franchit le cap, décide d'acheter en occasion, c'est important que la première expérience soit la meilleure possible. Et ça, bon, vous, tous les deux, vous constatez que de plus en plus de gens franchissent ce cap, sont prêts justement à les consommer en occasion et pour, bien sûr, une raison d'un prix qui est inférieur, mais aussi de plus en plus par volonté de réduire leur impact. Vous, Nessim, bon, vous n'êtes le développement de PRS, de Fund Recycle Service, n'est pas étranger à cet engouement pour les gens pour le reconditionner. Est-ce que vous pouvez revenir, donc vous avez vendu là, de ces 4 dernières années 2,2 millions de téléphones reconditionnés. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le développement de PRS? Et comment est-ce que vous avez justement réussi à lever les différents freins dont a parlé Martin, notamment celui du sourcing de ces produits, réussir à trouver de la matière première, si on peut dire, donc du téléphone à reconditionner? Nous, d'abord, on a commencé il y a 5 ans de ça. On va fêter le 22 septembre nos 5 ans de PRS. On arrive à trouver des pièces parce que malheureusement, on n'arrive pas beaucoup à récupérer en France parce que les gens ne donnent pas assez leur téléphone, mais on arrive à trouver des téléphones à l'étranger. Pour l'instant, c'est le cas de PRS aujourd'hui. On aurait préféré bien sûr récupérer chez Fnac Darty des produits, les reconditionner dans notre usine à Paris. Mais voilà, on n'a pas assez de produits. Et PRS, voilà, ça se passe bien. C'est 100% de croissance l'année dernière et plus de 85 nouveaux clients cette année. Et vous travaillez donc directement avec des distributeurs, hein, c'est ça? Puisque, exactement. Voilà, vous avez une activité B2B. Avec les opérateurs, les distributeurs, on a 8-9 opérateurs aujourd'hui. Et on a tous les magasins, Casino, Carrefour, Auchan et plein d'autres qu'on livre tous les jours. Et comment avez-vous vu ces dernières années le développement justement de cette volonté, de ce désir, alors des gens, des consommateurs, mais vous le constatez de façon indirecte, puisque vous, c'est surtout le désir des distributeurs de proposer cette offre à leurs clients? Nous, en fait, quand Xavier Niel a lancé son offre à 2 euros, les gens n'avaient plus de téléphone, parce que moi, je suis dans le téléphone depuis quand même une trentaine d'années. Et en fait, avant, on achetait un téléphone presque gratuit parce que l'opérateur le subventionnait. En fait, on offrait le téléphone à 1 euro et l'opérateur nous payait derrière. Donc, quand Free il est arrivé avec un forfait à 2 euros, malheureusement, il n'y avait pas le téléphone avec. Donc, les gens ont commencé à se dire on va acheter un téléphone, mais ils ne savaient pas que le téléphone coûtait 500, 600, 700, voire 1000 euros. Donc, ils se sont dit on va aller voir moins cher. Donc, on a réfléchi un petit peu, on s'est dit on va lancer de l'occasion et du reconditionné et tout de suite ça a pris. Et on a eu une chance, c'est que on a eu un monsieur qui nous a accompagnés énormément, qui s'appelle Jacques-Antoine Grandjean et avec sa femme Éléonore, parce que c'était très difficile au début d'aller voir n'importe quel magasin, leur dire vendez du reconditionné. Ils n'avaient pas l'habitude, ils avaient peur du SAV. Donc voilà, Vente Privée nous a fait confiance et derrière on a 90 clients aujourd'hui. Et quels sont, vous, pareil, les mêmes questions que j'ai pu poser à Martin, quels sont les freins qui limitent votre développement, le développement de cette activité du reconditionné en France à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous rencontrez, vous, au quotidien? Aujourd'hui, on n'a plus de frein, on a un seul frein, c'est l'argent. En fait, on a malheureusement les banques qui ne suivent pas comme ils doivent nous suivre. On a un carnet de commandes de plus de 31 millions d'euros aujourd'hui qu'on n'arrive pas à livrer. Et voilà, si les banquiers nous écoutent, lâchez-vous et donnez-nous un peu plus d'argent pour faire du business. Donc vous, en effet, vous n'avez pas de problème de sourcing, mais vous avez un problème de financement pour acheter la matière première, les téléphones que vous pourriez reconditionner et ensuite revendre aux distributeurs. On a un taux d'SAV quand même qui est très important, qui est moins d'1,5%. Donc c'est super important pour une boîte qui fait du reconditionné. Comme il expliquait tout à l'heure Martin, il y a de tout dans le reconditionné. Aujourd'hui, tout le monde fait du reconditionné, mais tu as des bons et tu as beaucoup de mauvais malheureusement. Et voilà. Et nous, on a créé une marque aujourd'hui. Vous allez dans les magasins aujourd'hui chez Carrefour Espagne, Carrefour France, Cora, Casino. Vous allez voir des meubles comme Free aujourd'hui, bientôt SFR, avec des produits en vidéo qui expliquent qu'est-ce que c'est un reconditionné, comment il a été créé, comment il a été fait, comment il a été reconditionné et comment, pour que le client, en fait, il arrive derrière et dit je vais aller. Et avec différents niveaux de reconditionnement ou de réparation, parce que ça aussi c'est important quand on vend de l'occasion. C'est ce que vous évoquiez, Martin. Il faut réussir à accompagner le client et à lui expliquer quelle est la réalité de ce qu'il va acheter par rapport à un produit neuf. Ça, comment ça se traduit chez vous aussi en magasin, peut-être en matière d'expérience que vous offrez aux clients? Alors,
déjà, c'est dans la sélection des produits qu'on va proposer aux clients. Nous, on a fait le choix de ne pas avoir de pas avoir tous les produits possibles et un sourcing énorme, et de se concentrer sur les produits avec peu de SAV. Comme disait Nessim, c'est vrai que c'est un sujet important, le SAV. Donc ça, c'est déjà la sélection des produits. Puis ensuite, nous, on a 4 niveaux en fait, d'état, d'occasion, qu'on appelle, qui va de correct à parfait. Et ça permet déjà de montrer au client, est-ce que c'est un produit déjà de manière esthétique, est-ce qu'il est excellent ou correct. Et sur ces 4 niveaux, on a différents niveaux de prix aussi associés, ce qui permet donc d'avoir une gradation, une échelle en fait pour cela. Et puis on a aussi pas mal de mise en avant en marketing, à la fois en magasin et sur nos sites web, pour expliquer d'où vient le produit, comment il a été reconditionné, en effet, par qui, si c'est un partenaire reconditionneur. Voilà. Et puis la plupart des produits que l'on vend quand même actuellement, une bonne partie de nos produits sont reconditionnés par nous, donc dans nos ateliers, par nos SAV. Je pense notamment aux gros électroménagers, aux petits électroménagers, à la photographie. Donc c'est des catégories de produits que parfois on reprend auprès des clients, ou des produits qui sont issus de nos flux internes, sur lesquels on a la pleine maîtrise, parce qu'on sait d'où il vient, à qui il a été repris, comment, etc. Donc ça permet aussi d'expliquer un peu plus aux clients, notamment dans le discours aussi des équipes magasins, d'expliquer quel est le parcours de vie du produit, et ça c'est assez important pour rassurer le client. Et vous l'avez dit, vous avez la chance de vous baser sur les réparateurs, notamment chez Darty. Donc vraiment cette force vive, cette connaissance que vous entretenez depuis des années. Ça, c'est, j'imagine, un élément qui est indispensable dans la rentabilité finalement de ces nouvelles offres, de ces nouveaux business models. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus en termes d'équilibre finalement de l'offre? Comment est-ce que vous êtes parvenu à avoir quelque chose qui mérite qu'on continue et qu'on développe ces nouvelles offres? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question, parce que la rentabilité, la complexité de ce modèle-là fait que la rentabilité est différente. Il faut la structurer dès le début, en fait, parce que ça peut être facile de vendre des téléphones ou des produits reconditionnés, mais il faut trouver une rentabilité finale. Déjà, le premier point, c'est comme je le disais, on s'est beaucoup basé sur notre sourcing interne en revalorisant mieux les projets. Ce que vous disiez au début, plutôt que de jeter, en fait, on va vendre à meilleure valeur les produits qui avant étaient plutôt recyclés ou vendus en B2B. Donc ça, c'est une première chose importante. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en effet, notre structure seconde vie, elle est pleinement intégrée au groupe. Donc typiquement sur le SAV, les ateliers seconde vie de réparation, par exemple du GEM, ils sont juste à côté, adossés aux ateliers de SAV du groupe. Ça va être bénéficier des mêmes réparateurs, des installations, etc. Et ça permet aussi d'avoir des ponts entre les équipes SAV et les équipes seconde vie. Ça, c'est une chose. La livraison, c'est pareil. C'est le livreur Darty qui va vous livrer votre gros électroménager. On ne va pas créer une filière de livraison spécifique. Donc toute la partie OPEX, entre guillemets, les coûts mutualisés, en fait, bénéficient de la structure du groupe. Et ça, c'est la force du modèle. Ou peut-être qu'on n'aurait pas pu créer le même modèle de rentabilité en faisant une structure complètement à part. Et vous créez des ponts aussi entre les offres, puisque une façon de pousser ces offres reconditionnées, c'est de le faire avec Darty Max, votre abonnement pour une réparation gratuite tant qu'on est abonné. Donc voilà, ça vous permet aussi de changer en quelque sorte de positionnement et de passer de vendeur tout simplement à accompagnateur vraiment dans la durée de ces produits. Oui, exactement. L'idée, c'est de rester durant toute la durée de vie du produit aux côtés du client. Et l'offre de réparation Darty Max qu'on a lancée il y a plus d'1 an maintenant, qui permet pour moins de 10 € par mois en fait, de réparer tous les produits qu'on a chez soi, achetés ou non chez Fnac ou Darty, durant toute la durée possible, notamment de disponibilité des pièces détachées. Ça nous permet, en fait, si on associe ça à un produit de seconde vie reconditionné, ça veut dire qu'on garantit aussi au client une bonne durée de vie de son produit, quelle que soit en fait la nature du produit qu'il achète au départ. Donc ça, c'est vraiment une volonté un peu globale d'agir sur la durabilité tout au long de la vie du produit, sur les produits neufs et sur les produits reconditionnés. Nessim, je tourne vers vous. On vient de parler de rentabilité, on vient aussi de parler d'emploi de réparateurs. Alors vous ne faites pas vraiment de la réparation, c'est du reconditionnement. Mais même question, comment est-ce que vous arrivez à être rentable, sachant que vous l'avez évoqué, vous êtes basé en France, à Paris? Exactement, mais on a des réparateurs sur place parce qu'on donne une garantie entre 1 an et 2 ans pour les clients. On a des réparateurs sur place, on a 32 personnes qui s'occupent du SAV à Paris, qui sont collés aux réparateurs, donc s'il y a un problème, ils se parlent entre eux. Donc on est 100% en France, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a pris la décision d'être en France, à Paris, et on ne regrette pas du tout. On a bien sûr beaucoup plus de frais que d'être ailleurs.
Mais on a pris cette décision-là et on a justement refusé une levée de fonds il n'y a pas très longtemps parce que la banque d'affaires voulait vraiment qu'on aille ailleurs et on a décidé de ne pas prendre la levée et de rester 100% français. Et ça se passe super bien. Et quand on parle de cette problématique de création de filières françaises, de conserver des savoir-faire et de développer des savoir-faire, quels sont les besoins que vous constatez en matière d'employés Est-ce que vous cherchez à recruter, par exemple? Si vous aviez, en tout cas, si vous n'aviez pas ces freins que vous évoquiez tout à l'heure de financement? Je pense que si on n'avait pas ces freins d'argent, donc on aurait livré les 31 millions d'euros de commandes en plus et on aurait embauché entre 50 et 70 personnes en plus. À Paris, bien sûr. Mais malheureusement, voilà, on attend des réponses tous les jours. Oui. Parce que voilà, il ne faut pas oublier que bien sûr, au-delà du potentiel, de la réduction de l'impact de ces offres conditionnées, il y a aussi de la création de l'emploi. Donc on va vraiment jouer sur l'ensemble du spectre de la RSE. Peut-être rapidement, comment est-ce que vous envisagez, enfin vous, en termes d'impact justement, est-ce que vous avez mené des études parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est à valoriser auprès des clients. Est-ce que vous avez des éléments peut-être à nous partager en matière de réduction de l'impact d'un produit reconditionné versus un produit neuf vendu? En tout cas, en mesure CO2, c'est ça en tout cas, nous, c'est ce qu'on disait au début. Nous, on sait très bien que si on prend l'impact carbone global de notre activité, ce sont les produits 90% de notre impact carbone, ce sont les produits. Donc, c'est la production des produits, la logistique, l'utilisation des produits, etc. Donc, c'est sur ça qu'il faut agir. Et je pense que les clients le sentent de plus en plus. Ils ont à la fois envie de modernité, mais de choses plus durables. Nous, dans nos études, on voit qu'il y a environ 3/4 des clients qui sont prêts à franchir le pas de l'occasion sur toutes les catégories de produits. Donc, ça veut dire que même si c'est très téléphone, au début, c'est le marché le plus mature, ça s'étend à d'autres catégories de produits. Typiquement, on parlait d'électroménager. Donc, c'est assez, ça s'accélère beaucoup. Aussi, une bonne partie des clients, autour de 3/4, qui sont prêts à considérer redonner leurs produits, revendre leurs produits, ce dont on parlait tout à l'heure, qui est un pas aussi extrêmement intéressant. Et nous, ce qu'on constate surtout, c'est que on recrute certains clients grâce à cette offre conditionnée. Ça, c'est surtout sur nos sites web, des gens qui peut-être ne savaient pas au début que Fnac ou Darty faisaient du reconditionné. Donc on a des nouveaux clients, mais on a aussi une fidélisation de nos clients. C'est-à-dire que ça permet aussi de fidéliser nos clients, nos adhérents Fnac par exemple, qui vont pour un produit à un moment acheter un reconditionné, un téléphone portable reconditionné, mais après acheter un livre neuf. Ou inversement, acheter un livre d'occasion et acheter un téléphone portable neuf parce qu'ils ont envie du dernier iPhone. Donc on a surtout une fidélisation de nos clients et c'est un sujet important pour nous. C'est ce qu'on constate sur l'impact positif aussi pour nous en tant qu'enseigne. Et c'est ce qu'on dit aussi. Alors, au niveau du reconditionné, souvent, enfin, les chiffres que vous évoquez, 90% de l'impact, nous, c'est 73 000 tonnes de taxe carbone économisées, donc c'est énorme déjà. Et moi, je reviens sur une petite histoire. La semaine dernière, j'ai fait le tour de pas mal de magasins parce que j'étais à Barcelone, et à un moment, j'étais dans une boutique casino, et parce qu'on a installé des meubles, donc et je regardais et je parlais avec un couple qui sont venus 3 semaines avant acheter un téléphone pour leur fille. Et en fait, parce que le prix était bon, et la femme, 3 semaines plus tard, est venue pour acheter un téléphone pour elle, parce qu'elle a vu que le reconditionné c'était bon et que ça marchait, qu'il n'y avait pas de problème, qu'il y avait une boîte, qu'il y avait une garantie, que le produit, à part juste qu'il est un peu peut-être grade B ou grade A ou grade A+, un tout petit peu plus rayé, mais qui marchait comme un produit neuf, et elle était très contente parce qu'elle savait qu'elle faisait quelque chose pour la planète. Bon, voilà, quand c'est fait avec qualité, en tout cas, ça permet de sauter le pas. Exactement. Et ça m'amène à ma dernière question. Quand justement il n'y a pas la possibilité de réparer, de conditionner, comment est-ce que vous travaillez justement, donc vous revendez, enfin Moi, PRS aujourd'hui ne répare aucun téléphone, donc on reçoit des téléphones tous les jours. La seule pièce qu'on change, c'est la batterie. On ne change aucune autre pièce, et tous les produits qui ne marchent pas, on les donne à une société française qui les désosse et qui les vend en pièces détachées. Donc c'est pour ça qu'on a un taux de retour, je pense, plus faible que les autres, parce qu'un produit, quand il est malade, quand on va le réparer, il restera toujours malade un peu plus alors que là, les pièces sont d'origine, donc c'est pas mal. Et même question, Martin, d'autant que c'est un sujet aussi qui est assez important chez le groupe Fnac Darty, on va pouvoir parler peut-être de l'indice de réparabilité.
Oui, alors déjà nous, on essaie d'avoir le moins de produits non réparables. Donc ça en fait, c'est au début quand le produit est vendu neuf, au tout début de la vie du produit. Et c'est le fameux indice de durabilité qu'on a qui prend en compte la réparabilité du produit, donc typiquement la durée des pièces détachées, parce que c'est ça en fait qui est le plus important pour réparer le produit. Donc tous nos produits neufs, on a mis en avant cet indice de durabilité qui permet de classer les produits et de sélectionner pour le client les produits les plus réparables sur la durée. Donc ça c'est une première chose et on travaille beaucoup avec nos partenaires fournisseurs pour qu'ils étendent la durée de vie des pièces détachées et que eux-mêmes ils rentrent dans ce sujet-là. Et puis après, il y a des produits en fin de vie qui sont plus du tout réparables ou alors ça nécessite des heures et des heures de travail. Typiquement, nous, on est quand même le premier collecteur d'électroménagers en France avec Écosystème, qui est quand même une entreprise très, très structurée. On collecte 46 000 tonnes d'électroménagers, donc c'est des déchets électroménagers très importants. Et on a, avec cette filière écosystème, avec des partenaires comme Envie, qui est des entreprises sociales et solidaires qui reconditionnent les appareils, on est capable soit de reconditionner grâce à ces filières-là les appareils, soit de la même façon les désosser pour récupérer des pièces détachées ou prendre 2 appareils pour en faire un, etc. Donc c'est une filière qui est externe, avec des partenaires très structurés, mais qu'on aide à développer aussi, avec qui on travaille en forte adéquation, parce que y a des produits qui ne sont pas revendables comme ça et ils nécessitent beaucoup plus de travail et la récupération des pièces détachées. Merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment très intéressant et on voit tout le potentiel de la réparation et du reconditionné, de la seconde vie pour créer de l'emploi et créer de la croissance aussi dans notre pays. Merci beaucoup, Martin Onos. Merci. Merci, Nessim Hadou, d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et quant à vous, chers internautes qui nous suivez sur bieboss.fr, epoco.fr ou laref.org, depuis leur téléphone et leur ordinateur reconditionné peut-être, je vous invite à rester avec nous puisque nous allons continuer à parler de ces problématiques, notamment problématiques de filière et d'emploi, tout de suite dans la prochaine table ronde, après une courte page de pub. Merci beaucoup.